Les petits tricheurs et les grands faussaires. Il existe parfois dans l'histoire des nations des images qui résument à elles seules toute une philosophie du pouvoir. L'image d'un adolescent menotté pour avoir tenté de tricher à un examen, exhibé devant les caméras comme un dangereux criminel pendant que ceux qui décident du destin de millions de citoyens échappent à toute forme de contrôle, appartient à cette catégorie de symboles qui en disent davantage qu'un long discours. Car la question n'est pas de savoir si la triche scolaire est condamnable. Bien sûr qu'elle l'est. Toute société sérieuse doit protéger l'intégrité de son système éducatif et rappeler aux jeunes générations que l'effort, le mérite et l'honnêteté demeurent des valeurs essentielles. Mais une société véritablement juste ne se définit pas seulement par sa capacité à punir les fautes, elle se définit surtout par sa capacité à appliquer les mêmes principes à tous. C'est précisément là que se révèle le drame profond de nombreux systèmes politiques autoritaires, entre autres le système algérien. La loi cesse d'être une règle commune pour devenir un instrument sélectif, sévère avec les faibles et indulgent avec les puissants. Lorsque l'on observe la disproportion entre les sanctions spectaculaires infligées à certains lycéens et l'absence totale de responsabilité politique pour ceux qui commettent des fautes infiniment plus lourdes de conséquences, on comprend que le problème dépasse largement le cadre de l'éducation. Il touche au cœur même de la relation entre l'État et ses citoyens. Pourquoi tant d'énergie déployée pour poursuivre quelques adolescents alors que tant de questions fondamentales demeurent sans réponse concernant la gestion du pays, la transparence des institutions, la qualité de la gouvernance ou le respect de la souveraineté populaire? Pourquoi cette obsession de la rigueur lorsqu'il s'agit des plus vulnérables et cette soudaine discrétion lorsqu'il s'agit des détenteurs du pouvoir? La réponse est souvent politique avant d'être juridique. Les régimes fragiles ont besoin de démonstrations permanentes d'autorité. Ils doivent constamment produire des spectacles de fermeté afin de convaincre la population que l'État fonctionne encore, que l'ordre règne encore, que les règles existent encore. Mais lorsqu'un pouvoir peine à démontrer son efficacité économique, sociale ou démocratique, il cherche souvent refuge dans la mise en scène de la répression. Il transforme alors certains délits ordinaires en événements nationaux. Il construit des exemples, il fabrique des coupables visibles. Il crée des figures expiatoires destinées à rassurer l'opinion ou à détourner son attention. L'adolescent devient alors un personnage idéal. Il ne possède ni influence, ni réseau, ni protection. Il est suffisamment faible pour être puni sans risque et suffisamment visible pour servir de leçon collective. Ainsi naît ce paradoxe tragique. Plus les institutions peinent à convaincre par leur légitimité, plus elles cherchent à impressionner par leur force. Pourtant, aucune nation ne peut durablement construire son autorité sur la peur. La peur produit l'obéissance immédiate, mais détruit la confiance à long terme. Elle engendre des citoyens prudents, mais pas des citoyens engagés. Elle crée des individus silencieux, mais pas des individus convaincus. Lorsqu'un jeune voit qu'une erreur scolaire peut lui coûter sa réputation, pour ne pas dire sa vie, son avenir ou sa liberté, tandis que les décisions qui affectent l'ensemble du pays semblent échapper à toute forme de responsabilité, il n'apprend pas la justice, il apprend autre chose. Il apprend que la puissance détermine le degré de vérité. Il apprend que les règles ne sont pas universelles. Il apprend que la loi peut être appliquée avec une extrême rigueur à certains et avec une étonnante souplesse à d'autres. Et c'est précisément cette leçon qui constitue le plus grand danger pour une société. Car lorsqu'une génération cesse de croire à l'équité des institutions, elle cesse progressivement de croire à la valeur même des règles. Le problème n'est donc pas uniquement la sanction infligée à quelques élèves, le problème réside dans le message implicite que cette sanction transmet.
Un État qui affiche sa force uniquement face aux plus faibles finit par révéler malgré lui ses propres fragilités. Un pouvoir véritablement sûr de lui n'a pas besoin de théâtraliser chaque acte répressif. Il inspire le respect par la cohérence de ses principes. Il démontre son intégrité en appliquant les mêmes exigences à tous les niveaux de la hiérarchie. Il comprend que la crédibilité d'une institution ne repose pas sur le nombre d'arrestations médiatisées, mais sur la confiance qu'elle inspire à ceux qu'elle gouverne. Or, la confiance naît de l'exemple. Lorsque les citoyens constatent que les responsables politiques répondent de leurs actes, que les décisions publiques sont transparentes, que les nominations importantes obéissent à des critères clairs et que le pouvoir lui-même accepte d'être soumis à des mécanismes de contrôle, alors la sanction d'un élève tricheur apparaît légitime parce qu'elle s'inscrit dans une culture générale de responsabilité. Mais lorsque cette responsabilité ne fonctionne que dans un seul sens, la sanction cesse d'être perçue comme un acte de justice et devient un symbole d'inégalité. L'histoire montre d'ailleurs que les peuples acceptent plus facilement les lois sévères que les lois injustes. Ils peuvent supporter la rigueur lorsqu'elle est équitable. Ils peuvent accepter les sacrifices lorsqu'ils sont partagés. Ce qu'ils supportent difficilement, c'est le sentiment que certaines catégories vivent au-dessus des règles qu'elles imposent aux autres. C'est alors que naît le cynisme collectif, cette maladie silencieuse des sociétés où chacun finit par considérer que la vérité officielle n'est qu'un discours de circonstance et que les principes proclamés ne sont que des outils de gestion politique. Dans un tel contexte, la répression des petits délits devient moins une défense de la morale qu'une tentative de préservation de l'autorité. Pourtant, aucune société ne se réforme en humiliant sa jeunesse. Aucun système éducatif ne se redresse en transformant des adolescents en ennemis publics. Aucun État ne gagne en légitimité en faisant de la peur son principal argument. La véritable grandeur d'une nation réside dans sa capacité à appliquer les mêmes exigences morales à tous ses enfants, qu'ils soient assis sur les bancs d'une salle d'examen ou installés dans les bureaux les plus élevés du pouvoir. Car la justice n'est pas seulement la punition de la faute, elle est d'abord l'égalité devant la règle. Et lorsqu'une société parvient à faire comprendre que nul n'est au-dessus de cette règle, ni le lycéen, ni le fonctionnaire, ni le ministre, ni le président, ni le général, alors elle n'a plus besoin de spectacles répressifs pour prouver sa force. Sa légitimité parle d'elle-même. Parce que la justice, lorsqu'elle est réellement universelle, elle possède une autorité que la peur n'atteindra jamais.